Nous sommes avec Martine Vallière-Bisson aujourd'hui, une femme qui a un parcours boxe unique en son genre, autant chez les amateurs que les professionnels. Un grand cœur, là, gros comme le ciel, une volonté de faire, vient de gagner une grosse victoire contre Lindsay Garvett au centre Vidéotron sur la toute dernière carte de Eye of the Tiger Management. Merci d'être là, Martine. Bonjour. Salut, ça va bien? Je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui. Hey, vraiment, là, moi aussi, je suis contente que tu aies accepté parce que tu viens tout juste de te battre au centre Vidéotron. Écoute, un combat un peu inespéré pour toi. Tu ne t'attendais pas à voir ce combat-là il y a peut-être 3 semaines de ça, 3 semaines et demie de ça, puis c'est arrivé, comme ça arrive souvent en boxe féminine. L'adrénaline, es-tu retombée un petit peu là ou tu es encore sur ton nuage? Ben, en fait, j'ai pas vraiment été sur un nuage. Oui, c'est sûr que l'adrénaline et tout ça, mais j'étais tellement groundée, tellement dans le moment. Mais oui, c'est sûr que là, je sens que on recommence la semaine, puis c'est sûr qu'il y a une petite fatigue accumulée, là, mais je suis vraiment super bien et très, très, très heureuse de ma performance aussi. Mais c'était une belle performance. Ton année boxe en général, ton année boxe, c'est une année de fou, hein, on peut dire, depuis le mois de janvier. C'est une année unique. Moi, je dirais unique en son genre. Il n'y a personne qui a un parcours de boxe comme le tien. Les gens, là, peut-être qu'ils ne connaissent pas encore beaucoup, mais s'ils suivent un peu ta carrière ou ils vont voir, là, ils vont googler un peu tes qui, là, ils vont découvrir que ton parcours boxe, il est juste différent. C'est juste à ton image. C'est un parcours, moi, je trouve ça, je dirais que c'est un parcours d'aventurière. Parle-moi un petit peu de ton année avant qu'on parle de ton combat. Tu as commencé ça, tu as eu 2 combats cette année, si je ne me trompe pas. Tu devais. Oui, en fait, j'étais supposée, avant la pandémie, j'étais supposée faire mon troisième combat le 12 mars. Le 11 2020, mars, 2020, ça? Oui. oui. Puis on a fait la pesée, tout ça. Puis finalement, bon, le contexte pandémique, tout était arrêté, etc. C'est vrai. Là, c'est ça. Fait que ça, c'était mon troisième. Finalement, au mois de juin, j'ai été au Mexique pour faire mon vrai troisième combat. Puis jeudi passé, là, mon quatrième. Le quatrième. Puis un quatrième qui est vraiment important. Si on va parler de ce combat-là tout de suite, parce que là c'est à chaud, là. C'est encore chaud, là. Personne, en fait, je dis personne, c'est pas vrai, là. Il y en a qui te voyaient gagnante, mais la plupart des gens qui suivent un peu la boxe trouvaient que c'était un terrible de gros défi pour toi à la dernière minute, compte tenu que tu n'as pas beaucoup d'expérience pro encore. Tu as beaucoup d'expérience amateur, par contre, là, les gens ne voient pas ça. Quand ils vont sur BoxRec, là, ils ne voient pas ça, là, nécessairement. Tous les combats, la centaine et plus de combats amateurs que tu as fait. Mais les gens voyaient ça gros, hein? Puis, pas mal tout le monde à qui j'en ai parlé, moi, avant le combat, me disait Mon Dieu Seigneur, hey, c'est un défi énorme pour Martine. En quoi c'était un gros défi? Explique-nous un peu, là. Explique-moi, en tout cas. Ben, en fait, c'est sûr que, parce que justement, dans la boxe, on va regarder beaucoup sur papier, sur papier. Bon, moi, ça fait quand même 20 ans que je boxe. Ouais. J'ai 116 combats olympiques de boxe amateur. Puis, c'était vraiment, en fait, c'est qu'on a eu à la dernière minute à savoir est-ce que je serais prête à faire un combat, etc. Puis, quand on nous a proposé cette fille-là à peine 2 semaines d'avis, c'est sûr qu'on a pris le temps vraiment de regarder. On n'a pas juste dit OK, let's go, on y va, puis advienne que pourra. Là. On a vraiment on a regardé des vidéos. Ouais, de base, elle avait 18 combats professionnels et 12 combats en MMA. Mais c'est une fille qui a beaucoup d'expérience en championnat du monde. Elle s'est mesurée à des grosses pointures. Donc, c'est sûr qu'en regardant le fait que moi, j'ai juste 3 combats professionnels, même si j'ai un bagage amateur, ça faisait un clash parce que c'était vraiment un gros, moi je le disais, c'est un step-up fight. C'est moi, plus que j'ai d'adversité devant moi, autant dans la vie que dans un ring, c'est toujours là, on dirait que je sors le meilleur de moi-même. Puis on a vraiment regardé des vidéos, on s'est dit, parce qu'on avait comme rapidement, il fallait donner une réponse parce qu'on devait ensuite de ça attendre le OK de la régie parce que la régie, avec les derniers événements, sont encore plus stricts et vraiment très sélectifs. Donc, voilà. Puis, on a décidé que c'était un risque, mais c'était pas un risque dangereux dans le sens que j'avais toutes les aptitudes, les atouts pour pouvoir battre cette fille-là. Mais moi, je m'étais vraiment dit,
peu importe. Oui, moi, si j'avais pas eu le sentiment où est-ce que j'aurais pu la battre ou que j'aurais fait comme un peu perdu d'avance, jamais je me serais lancée dans un combat comme ça. Par contre, mon mindset, c'était peu importe la décision, je vais livrer une performance de feu. Puis c'est comme ça que je vais comme step up ma game dans la boxe en me mesurant contre les meilleurs. Ben là, après ça, peu importe les décisions, c'est de voir, OK, le travail va se faire où est-ce qu'on doit travailler, etc. Donc, pour moi, avoir une opportunité de me battre contre une fille qui a l'expérience en championnat du monde, c'est full de gratitude pour ça. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir accepté. Puis là, j'ai gagné. C'est encore plus génial. Puis tu n'as pas juste gagné, tu as gagné par décision unanime. Ça aussi, ça change la donne parce que, tu sais, des fois, une split decision ou une majority decision ou peu importe, un abandon, c'est pas la même chose qu'une décision unanime. C'est un C-round, ton premier vrai C-round pro, parce qu'on sait que ton dernier combat prévu pour 6 rounds en a peut-être duré un quart de round. C'était pas de ta faute. Oui, c'était de ta faute, mais en tout cas, on en reparlera tantôt. Ça reste que c'est impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant parce que ce que tu pratiques en gymnase, là, dans la vraie vie, avec l'adrénaline et tout, faire une décision unanime, on t'a donné tous les rounds, les juges t'ont donné tous les rounds. Donc, moi, je trouve que ça montre beaucoup. Là. Ça montre ta progression aussi en tant que pro parce que tu es un adversaire quand même coriace. Je pense que tu as joué des tours. Elle ne s'attendait pas à ce que tu arrives, tu sois mobile comme ça dans le ring. Elle cherchait plus un combat de type pressure fighter, face à face, quasiment nez à nez. Là. Comment on se prépare pour, quand on a si peu de temps, tu me dis que tu as regardé des vidéos et tout, comment on monte une vraie stratégie boxe en si peu de temps quand on n'a pas eu de camp d'entraînement et on ne savait pas le nom de l'adversaire? Comment vous faites? Premièrement, on s'entoure des bonnes personnes. Ça, c'est la première chose. Donc, mon coach, Rodolfo Furlan, que je salue d'ailleurs, a fait un travail exemplaire, exceptionnel dans tout ce qui était analyse, justement, rapide. C'est un peu à la old school, je dirais, où est-ce qu'on a un plan de match, mais on est prêt pour que si jamais elle ressorte pas du tout de la même façon qu'on l'a vu combattre dans les derniers combats, on le sait quoi faire. Il y a un plan B, là. Il y a un plan B quand même. Oui, c'est ça. Mais on était déjà en gymnase parce que moi, je m'entraîne puis je veux toujours m'améliorer puis j'essaie justement toujours de rester prête. Puis c'est ça, contre elle, on a même beaucoup analysé, même dans ses combats MMA, le transposé boxe, ses expériences en boxe. Mais c'est vraiment ça le plan de match que Rodolfo a préparé pour moi puis qu'on a fait ensemble. Et en même temps, d'avoir Samuel Descaries-Drolet dans le coin également. Les deux ont fait un travail exceptionnel ensemble. Là. J'ai vraiment, même je pense qu'entre un des ronds, on voit que j'ai vraiment le sourire. Je me sentais vraiment bien. Puis c'est ça. Puis Rodolfo, mais on travaillait déjà en gymnase d'apprendre à contrôler la distance, travailler avec mes angles, faire des doubles attaques. Puis c'était vraiment ça contre elle. On ne voulait pas être l'espèce d'expression prise dans la cabine téléphonique avec elle. Ouais. On savait qu'elle allait vraiment y aller de front. Par contre, on n'a pas vu aucune vidéo qui s'est battue contre une gauchère. Fait que là, on tirait avantage de ça. Tirait avantage aussi du fait que oui, j'ai eu à perdre 10 livres en 2 semaines. Par contre, on savait que j'allais être la plus pesante, la plus grosse dans le ring. Donc, c'est vraiment de contrôler avec le jab, contrôler la distance, la faire feinter quand elle arrivait, contre-attaquer, double attaque, les angles. Puis je pense que ma force qui est d'être mobile puis de bien travailler avec mon jab a été très, très, très payant les 4 premiers rounds quand j'ai vraiment dominé avec mon jab et mes mouvements de haut de corps. Absolument. Tu gardais la distance avec le jab, tu allais l'écœurer avec ton jab, on va dire ça de même, juste pour la déranger, tu changeais les angles. On voit aussi, puis comme tu dis, ton expérience, les gens être entourés des bonnes personnes dans le coin pour le combat. Là, tu avais Rodolfo avec toi toujours. Tu es allé chercher Samuel, qui n'est pas là dans tous tes combats, mais qui est quand même habitué au combat important. Sous pression. Ça amène une couche de plus aussi pour aussi te calmer entre les rounds, pour te dire que ça va bien, pour te donner des petits conseils.
tantôt, tu parlais de ton peu d'expérience professionnelle, mais de ton gros background amateur. Je veux juste revenir là-dessus un peu parce qu'à la base, Lindsay Garbett, elle avait été proposée à Brie Halling et comme tu disais, la régie est plus, depuis les événements avec entre autres Yannet Zakaria Zapata, mais tout court aussi, c'est son travail de sanctionner ou non les adversaires choisis par les matchmakers et les promoteurs. Ça a été refusé, Brie Halling, par manque d'expérience. Si c'est elle-même qui en a parlé sur ses comptes de réseaux sociaux, on l'a su par après aussi. Toi, elle t'a été proposée, ça a été accepté. À la base, pour ceux qui connaissent moins ça, là, quand on regarde ta fiche puis la fiche à Brie, il y a quand même des similitudes parce que vous n'avez pas beaucoup de combats pro les deux. Pourquoi ça aurait été accepté pour toi? Ben, probablement parce que tu as un gros background amateur qu'elle n'a pas. Elle n'a pas fait de combat amateur en boxe. Elle a fait un petit peu de Muay Thai, je crois, mais pas de boxe, puis pas la quantité que toi, tu as eue. Je sais, en fait, je ne peux pas me prononcer sur vraiment les critères où est-ce que, OK, par rapport à mon bagage amateur, c'est sûr que c'est pas juste 116 combats. J'ai quand même, j'étais au championnat ringside aux États-Unis, j'ai fait une compétition en France, en Pologne. Je pense probablement que c'est ça qui a joué. Ouais. Par contre, je ne pourrais pas me prononcer à savoir comment ils ont fait la sélection de dire le bagage amateur versus professionnel, parce qu'on s'entend, même quand on passe chez les professionnels, il y a quand même encore une transition à faire. Ouais. Souvent, en tant que boxeur, des fois, ça peut nous prendre 5-6 combats avant de vraiment voir, OK, cet athlète-là a vraiment fait la transition amateur et professionnel. Mais je ne pourrais pas vraiment me prononcer sur les critères, le fait que oui, mon bagage, mais c'est sûr qu'ils ont eu d'autres critères de fait que, ben, on va l'accepter, être expérimenté, mais aussi à l'international, peut-être que ça l'a joué aussi, là. Quand on parle de transition, c'est un bon point que tu apportes. Toi, tu as été longtemps chez les amateurs. Tu as attendu à 34 ans avant de passer chez les pros. C'est correct parce qu'il y en a qui ne passeront jamais chez les pros. Puis quand on compare la boxe amateur, la boxe olympique, puis la boxe pro, moi, je me plais à dire que ça a le même nom, ça a le mot boxe dedans, mais c'est très différent comme discipline, comme sport. Qu'est-ce qui a, comment ça, tu as eu le déclic à 34 ans ou tu aurais aimé passer pro avant puis t'as attendu? Pourquoi à 34 ans? Pourquoi pas, mettons, à 30 ans? Je pose la question. Ben en fait, c'est une super de bonne question. Moi, quand j'ai commencé à boxer, moi, en fait, j'ai toujours voulu être une athlète professionnelle. Puis comme j'ai déjà dit, moi, c'était le hockey. Moi, je voulais être la première défenseur dans la Ligue nationale de hockey. Je regardais le hockey quand j'étais petite avec mes patins dans les pieds, puis c'était incroyable. Mes parents n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent, donc j'ai jamais pu être inscrite à des sports. À un moment donné, je découvre la boxe. Ma mère, elle me dit, parce que j'ai une sœur un peu plus jeune, elle a 1 an et demi de différence avec moi. Elle a commencé la boxe. Puis là, ma mère, elle me dit, tu devrais essayer, c'est le fun, ta sœur, elle aime ça, peut-être que tu aimerais ça aussi. Comment j'ai rentré en contact avec la boxe? Parce que moi, au début, c'était le hockey. Je voulais être une athlète professionnelle, mais c'était le hockey. Parce que tout mon primaire et mon secondaire, vu que je n'étais pas dans une équipe officielle, j'ai joué au hockey COSOM. J'étais la seule de fille au primaire, au secondaire. Les gars n'aimaient pas ça. Des fois, je me faisais faire des doubles échecs comme va-t'en, t'es une fille, t'as pas d'affaires là. Mais je continuais. Ouais, je continuais. Puis, il n'y a pas d'autres termes parce que c'est vraiment une phrase en anglais qui m'est arrivée dans la tête quand j'ai mis les pieds au gymnase. Le premier gym, c'était un gym à Laval. J'ai fait « Wow, I belong here ». Puis c'est là qu'une passion est née. Mais quand j'ai commencé, ben là, j'ai comme changé. Puis là, en découvrant la boxe, qui était ma nouvelle passion, je veux être une athlète professionnelle. Puis quand j'ai commencé à boxer, il n'y en avait pas, tu sais, comme les filles dans les gyms. Puis tu sais, je me plais tout le temps à le raconter. Ça fait pas 40 ans, mais il y avait des gyms à Montréal qui n'acceptaient pas les filles dans les clubs de boxe. Il y avait des clubs de boxe qui n'avaient pas de vestiaire pour les filles non plus. Les filles pouvaient se rendre en championnat du monde, mais les filles n'étaient pas aux Olympiques encore. Donc, moi, mon rêve de départ, c'était d'être une athlète pro. OK, mais quand j'ai découvert la boxe. Mais quand les filles ont été acceptées en 2012 aux Olympiques, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, il faut que je fasse partie de l'équipe Québec, équipe Canada, classée, puis là, let's go, on y va pour les Olympiques. Il est arrivé, j'ai vraiment été au bout du bout, j'ai vraiment continué amateur, puis je suis super persévérante dans la vie. Jusqu'à un moment donné où est-ce que dans mon parcours, il y a des gens qui vont juger, mais les gens qui ne connaissent pas mon parcours vraiment,
j'ai changé plusieurs fois de gymnase, d'entraîneur, parce que j'avais des entraîneurs qui ne croyaient pas en moi. Je voulais comme plus, mais je n'étais pas naturelle. J'étais pas... Ça m'a pris à peu près 1 an et demi avant de faire mon premier combat, tellement que j'étais la première au gymnase, la dernière, puis je voulais vraiment. Toi, tu es une travaillante, dans le fond, là. Oui, c'est comme ça que tu t'es bâtie, c'est à travailler fort puis avec une discipline. Oui, exact. Puis c'est ça. Puis dans le fond, là, j'ai été au bout du bout. Puis là, je voyais, c'est sûr, il y avait des trucs au niveau politique, puis tout ça. Mais bref, j'ai continué. Mais quand j'ai découvert quand j'ai eu mon équipe, j'avais mon préparateur physique, préparatrice mentale. J'avais découvert, comme avec Rodolfo, que là, j'ai senti que j'étais solide. Puis pour une fois, j'avais vraiment des gens qui travaillaient pour moi, qui croyaient en moi, puis que j'ai été capable de bâtir ça. C'est là que j'ai décidé. Là, je pense que j'ai fait le tour chez les amateurs. Je me suis rendue le plus loin que je pouvais chez les amateurs. Maintenant, on passe chez les professionnels. Par contre, oui, effectivement, je me le fais dire souvent, 34 ans, voyons, tu 34, tu prends ta retraite. Mais en même temps, non. Chacun sa route parce que moi, si j'avais passé, c'est sûr que j'ai tout le temps dans ma tête, c'est sûr que ça, si j'avais passé pro à 25 ou peu importe, mais je n'aurais pas vécu l'expérience en Pologne, en France, les championnats du monde ringside. Ça, c'est du bagage qui fait qu'aujourd'hui, en boxe professionnelle, puis je pense que je l'ai démontré jeudi, bien, ce bagage-là, je peux le ressortir dans des combats professionnels parce que c'est de l'expérience, ça ne s'achète pas de l'expérience. Puis c'est pour ça que, oui, à 34 ans, mais pour une fois, à 34 ans, j'avais une équipe, un entraîneur qui croyait en moi, j'avais une structure d'entraînement. Puis c'est comme ça que j'ai pris ma décision, en fait. Mais chez les femmes, de toute façon, il y a moins de boxeuses que chez les hommes parce que, comme tu dis, la discipline de boxe féminine, les gens n'ont aucune idée comme ça. Ça fait pas longtemps, ça fait pas si longtemps que ça, comme tu dis, que les femmes ont vraiment des opportunités réelles en boxe. On recule peut-être 20 ans, 30 ans en arrière, ça commençait à peine, puis c'était souvent des gentilles mères de famille qui s'entraînaient à peine, qui allaient se battre la fin de semaine, puis qui n'avaient pas de background d'entraînement sérieux. Là, maintenant, les filles sont entourées, ils ont des opportunités, c'est différent. Le fait d'avoir vécu la boxe amateur aussi, ça t'amène tout l'aspect collégialité de la boxe amateur qu'on voit moins en boxe pro parce que souvent, dans les compétitions, on voit les mêmes filles, on s'entraîne avec la même gang. Souvent, ça crée des liens d'amitié ou des liens de respect, même avec des gens de d'autres nationalités. C'est quelque chose, dans le fond, que tu as vécu et qui t'a servi parce que tu as obtenu un combat contre les Egarbet, probablement, comme tu dis, parce que tu avais une expérience de vie différente de certaines autres boxeuses qui commencent maintenant en pro. Il y en a qui ne font pas de carrière amateur présentement. Ça commence tout de suite pro. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Je veux juste avoir ton opinion. Il y a 2 écoles de pensée là-dessus. Il y en a qui se disent, ben, c'est correct, à cette heure, on peut commencer pro, puis le background amateur, parce que c'est 2 disciplines différentes. D'un autre côté, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais dans la boxe amateur, tu apprends vraiment les rouages, la manière de tirer tes coups. Tu apprends aussi l'espèce de discipline qu'il y a vraiment autour de la boxe. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ces jeunes-là qui commencent pas de carrière amateur ou avec une très petite carrière amateur? Bien, en fait, parce que comme que je dis, moi, je sans jugement ou rien de ça, chacun a une vision différente. Moi, pour ma part, je trouve que c'est vraiment important d'y aller par étapes pour mieux connaître son sport, mieux se connaître, savoir aussi apprendre à gérer ce qui se passe devant nous quand on reçoit des coups. Moi, je pense que c'est vraiment, ça prend une école avant de te lancer dans le bain, surtout chez les professionnels, pas de casse, des plus petits gants. Souvent, ce qui fait qu'il y a en ce moment, bien là, ça recommence un petit peu plus, là, mais ce qui fait que je trouve qu'il manque de rétention de boxeurs. Les jeunes boxeurs, ils vont arrêter rapidement et tout ça. Bien souvent, ils vont apprendre à attaquer, mais ils n'apprendront pas leur défensive. Donc, je pense que quand on est jeune, puis quand on est en boxe amateur, tout ça, bien, je pense que c'est vraiment l'école pour t'amener à... Tu n'es pas obligé d'avoir 116 combats avant de passer chez les professionnels. Par contre, de le vivre un peu, expérimenter le mode tournoi, parce qu'en boxe olympique, quand
pour gagner. Tu sais, souvent, ça va être en mode tournoi, on se bat 2-3 jours de suite. Moi, je pense que c'est la meilleure école pour pouvoir vivre le plus d'expériences possible, même si c'est juste une vingtaine de combats. Bien, à mon avis, à moi, mais tu sais, ceux qui décident de passer chez les professionnels rapidement, il n'y en a pas de problème. Mais moi, à mon avis, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un certain bagage amateur pour pouvoir devenir le meilleur parce que tu te découvres et tu apprends à mieux connaître ton sport aussi. Quand on est une femme, une boxeuse au Québec, on peut-tu vivre de tout ça présentement ou c'est très difficile? Écoute, je te pose la question, mais moi, je connais la réponse. Là. Oui, mais écoute, j'aimerais vraiment ça, vivre de mon sport comme athlète. Oui, comme athlète. Mais non, on peut pas vivre de notre sport. Puis même si je pense aux boxeurs qui en ce moment, tu sais, oui, les commanditaires vont aider, puis probablement qu'il y en a qui sont capables relativement bien de vivre de ça. Mais au Québec, non. Je pense pas. Ben oui, il y a Kim Clavel, Marie-Ève Dicker qui sont capables de vivre de ça. Sont championnes, ils sont dans les rankings et tout ça. Mais non, moi, pour le combat au Mexique, en fait, pendant la pandémie, moi, je suis entraîneur aussi. Je suis éducatrice de métier, je suis entraîneur. J'ai un parascolaire boxe qui s'appelle Pédagobox, donc je suis dans les écoles. J'entraîne aussi dans un gym à Chambly qui s'appelle le Crew Gym. Pendant la pandémie, ça a comme été tout stoppé. Donc, je suis retournée pendant 6 mois en centre de la petite enfance pour pouvoir justement être capable de... Parce qu'en fait, moi, je payer les factures, c'est ça? Oui, payer les factures, mais mon investissement, c'est vraiment dans mon sport. Donc, voilà. Donc, même pour ma préparation pour le Mexique, ben c'était 2 entraînements par jour, très tôt le matin, après mon travail et tout ça. Mais malheureusement, non. Peut-être qu'un jour, je pourrais vivre de mon sport comme entraîneur, puis peut-être même me partir une équipe de compétition féminine en boxe olympique. Mais non, pour l'instant, c'est vraiment, je jauge un peu avec oui, je suis athlète, mais j'entraîne. Puis là, j'essaie de trouver des horaires aussi qui correspondent à mon mode de vie pour être capable de pouvoir m'entraîner plusieurs fois par jour. Tu sais, je posais la question parce que les bourses sont pas publiques au Québec. Là. On les bourses de boxeurs, mais on sait que certaines bourses sont basses, sont faibles, sont petites pour les combats. C'est pas une critique que je veux qu'on fasse aux promoteurs et tout. C'est juste que c'est comme ça présentement. Les gens ont été très outrés dernièrement avec ce qui est arrivé à Yannette Zacharias-Zapata de voir elle avait une bourse de 1 800 $. Or, en boxe pro, quand tu commences ta carrière, gars ou fille, c'est souvent des petites bourses qui tournent autour de ça. C'est pas si surprenant que ça, une bourse de 1 800 quand on commence ou qu'on a peu de combats. Oui, c'est ça. Puis je pense même, je ne veux pas m'aventurer, mais je pense même qu'avant, c'était minimalement, je pense, 100 $ du ronde. Avant, là, il y avait comme des réglementations, mais ça, je veux comme pas trop, parce que je ne suis pas certaine, je ne veux pas dire n'importe quoi non plus, mais effectivement, c'est ça, les bourses, là, quand on n'est pas classé, quand on commence, parce qu'on s'entend que la boxe professionnelle, c'est une business, donc c'est un investissement. On veut investir sur les jeunes boxeurs, puis ça y va progressivement là, au niveau des bourses, etc., contre quel adversaire et tout. Donc, ouais. Tu parlais de ton combat au Mexique. Pour arriver à aller te battre au Mexique au printemps, fin du printemps, si je me trompe. C'était au mois de mai, si je ne me trompe pas? C'était au mois de juin. C'était le 4 juin. C'est ça, exactement. Donc, au fin du printemps, tu vas te battre au Mexique. Ça a été toute une épopée pour y arriver. Là. Il a fallu, les gens ne savent peut-être pas, mais je vais le dire, tu as fait une campagne Make a Champ qui est un peu comme un GoFundMe d'une certaine manière. C'est une campagne de financement, de sociofinancement pour ramasser, c'était quoi, 12 000 que tu avais besoin à peu près. Ouais, 12 000 $ pour aller te battre au Mexique, te payer un combat, dans le fond, sur une carte. Parce que les offres, il y en avait peu. Hein? On est en pandémie, il y a des offres et on en a peu. Toi, tu n'as pas de promoteur. Toi, tu es comme une freelance, comme on dit, un free bird. Là, le monde me dit, mais 12 000, ça coûte ton bien cher. Ça couvre quoi à peu près? Juste pour donner une idée aux gens comment c'est compliqué d'organiser, d'aller chercher une place sur un gala. En fait, c'est comme que je dis, je ne suis pas la pro là-dedans. Là. Mais ça couvre quoi à peu près? Ça couvre le matchmaking?
Parce qu'on appelle ça dans le jargon de la boxe, on appelle ça payer son spot. Okay. J'ai pas de promoteur, donc je peux dire j'aimerais ça être sur telle carte de boxe, puis ça va me coûter mon spot. Donc, c'est moi qui dois débourser les frais de tout. Là, moi, j'ai eu la chance d'avoir des commanditaires qui m'ont vraiment beaucoup aidé et le centre Sablon, où est-ce que je m'entraîne à Montréal, ont vraiment donné un gros montant pour pouvoir me permettre à ce que je dépense moins de ma poche. Mais en fait, c'est que ça couvre la bourse de mon adversaire, le matchmaker de là-bas, l'avion, les tests COVID, son hôtel. Ça couvre vraiment mes frais personnels avec ceux de mon entraîneur. Donc, tu sais, oui, j'ai eu de l'aide, mais mettons, dans le montant total, c'était vraiment ça. C'est de couvrir avion, autant elle que nous, hôtel, bourse, etc. Mais dans ce montant-là, je ne me suis pas gardée de bourse. Je voulais vraiment m'assurer que j'ai un combat pour rester active. Parce que moi, c'est pas vrai que la pandémie va arrêter mes rêves. Puis, je me suis dit, ça me prend absolument un combat. Puis, on avait cette opportunité-là de le faire. Puis, dans le fond, c'est vraiment mon choix personnel. J'aurais pu dire non, c'est ridicule, ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai senti que j'avais un feeling, puis je me suis dit, il faut que je le fasse. Puis, bien, des fois, ça coûte des sous. Des fois, tu prends un risque. Comme jeudi, j'ai pris un risque calculé, comme on dit. Mais c'est vraiment de couvrir les frais là, de tout ce qui englobe une organisation là, pour un combat entre deux adversaires. Puis en ne gardant pas de bourse aussi, puis en ayant une quarantaine à faire au retour, parce que dans ce temps-là, il y avait une quarantaine à faire au retour de 14 jours, donc à tes frais. Tu ne peux pas travailler bien pendant ce temps-là. Donc, il y avait quand même des grosses dépenses associées à ça qu'on ne voit pas dans le 12 000 l'hôtel qu'il fallait attendre le résultat COVID, les 2 semaines que je devais rester à la maison. Donc, ça totalisait 3 semaines sans travail. Puis je remercie mes employeurs de quand j'étais justement ensemble de la petite enfance parce qu'ils ont accepté puis ils ont été super... ils ont été malléables aussi par rapport à ça, mais ça fait quand même c'est presque un mois sans salaire là, pour pouvoir aller me battre à mes frais. Mais je te parle de ça, c'est parce que je veux que les gens qui nous écoutent, qui nous voient, comprennent le degré de passion qui t'habite pour ton sport, pour ta discipline. Les gens qui ne connaissent pas beaucoup la boxe, puis surtout ces temps-ci, parce que la boxe n'a pas toujours bonne presse, on ne comprenne pas pourquoi des gens vont se taper sa gueule puis vouloir se donner des commotions. C'est ça qu'il dit, j'emprunte leurs mots, ce n'est pas les miens. Mais ce sport-là, quand on le pratique, c'est carrément un mode de vie. Et toi, ben, tu as un petit côté aventurier, on le voit bien. Tu acceptes des défis de dernière minute, des gros défis avec des coupes de poids de 10 livres en 2 semaines. Puis tu t'en vas au Mexique à tes frais, te battre, te payer un spot sur des galas. Mais tout ça, ça fait partie un peu de la passion que tu as pour la boxe. Mais ça vient de loin. C'est pas juste ta carrière pro. Quand tu étais chez les amateurs, moi, il y a un petit oiseau qui m'a dit que tu as déjà fait bien des affaires pour te rendre au championnat canadien. Puis, je sais pas, tu peux nous en parler un peu de ça, mais confirme-moi donc que c'est vrai. Là, Il est arrivé. Mais en fait, j'ai plusieurs événements cocasses, là, les petites péripéties de la carrière de Martine. Dans ma vie, autant que ça tous les gens que j'ai rencontrés, dans les entraîneurs qui ont fait partie de mon cheminement, puis tout ça, ça m'a vraiment fait grandir comme personne. Puis je le vois dans mon coaching aussi, que j'ai pris beaucoup de ce que j'ai vu puis ce que j'ai vécu avec des entraîneurs pour être la coach que je suis aujourd'hui, l'athlète que je suis aujourd'hui et la femme que je suis aujourd'hui. Mais oui, effectivement, il est arrivé plein de péripéties. Je peux en raconter rapidement. Une fois, je viens de changer de gymnase. Je suis dans un gros gym à Montréal. Là, je me dis, cool, là, on va prendre soin de moi enfin, tout ça. Puis, c'était les Gants dorés. Les Gants dorés, c'est le championnat provincial. Donc, tu gagnes les Gants dorés, tu es championne du Québec et après ça, tu peux aller au championnat canadien. Ce week-end-là, l'entraîneur a un week-end en amoureux, donc il ne peut pas être présent. Moi, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais manquer cette compétition-là. Fait que j'ai dit, je vais y aller quand même. Alors là, j'avais tout préparé mes choses. Je me suis dit, au pire, je vais dormir dans ma voiture. J'avais tout préparé. Je me rends là-bas. C'était où? Là, c'était à Québec. OK. C'était à Québec. Puis là, je fais mon échauffement, tout ça. Puis là, j'étais à peu près 2-3 combats avant de me battre.
Puis dans ce temps-là, je me battais contre une fille, là, c'était la fille à battre, là, au tirage au sort, parce qu'on s'entend en boxe, comme je dis, des championnats provinciaux comme ça, c'est en mode tournoi, donc il y a une pige au sort, etc. Direct en partant, je prends la championne en titre, là, la top de top. Fait que là, je m'échauffe. Là, à un moment donné, il y a un entraîneur qui me dit T'as-tu quelqu'un qui s'occupe de toi? Non, ben dis, tu veux-tu que je sois dans ton coin? Moi, j'avais déjà comme tout préparé. Je dis au pire, j'ai pas demandé à personne, tu sais. Mais c'est sûr que Boxe Québec n'aurait pas accepté. Il m'aurait mis un entraîneur, là. Mais je veux dire, j'étais comme. Je suis prête, mais là, j'étais prête à tout, toi. Tu t'étais dit, dans le pire des cas, je suis toute seule. Je vais amener ma bouteille d'eau. Au pire des pires, je vais amener ma bouteille d'eau. J'avais déjà ma gestion de comment, mais tu sais, ça n'aurait pas passé. Le Boxe Québec, je veux dire, c'est une organisation, une fédération. Il n'aurait jamais laissé passer ça, que j'arrive dans le ring toute seule. Mais ça reste quand même que moi, j'étais préparée. J'étais à 3 combats de me battre. Fait que l'entraîneur, il me prend sous son aile et tout ça. C'était la première fois que je vivais tu sais, quand il y a une espèce de chimie, là, athlète-entraîneur, puis je le connais pas, là. Fait que là, on est là, puis c'est sûr que j'aimerais ça raconter un film de Walt Disney puis dire j'ai gagné ce combat-là, mais crème, j'ai perdu, mais décision partagée contre la championne dans ce temps-là, puis tout ça. Fait que j'ai fait wow, tu sais. Ça, c'est un événement parmi tant d'autres. Et à un moment donné, j'avais un autre entraîneur, puis là, j'étais classée là, pour aller au championnat canadien. Mais malheureusement, moi et l'entraîneur était moins dans le compétitif. Il avait comme délaissé un peu. Puis moi, j'avais dit, tu sais, moi, je veux aller au championnat canadien. J'ai dit, je pense qu'on ne va plus dans la même direction. Fait que ça a été très déchirant. Puis je me rappelle, cet entraîneur-là, il m'avait dit, tu sais, si tu vas au championnat canadien, pas d'entraîneur, c'est sûr que tu vas perdre. Je dis, ben OK, mais j'ai dit, moi, j'y vais. Moi, j'ai un rêve, puis je vais être sur l'équipe nationale. j'ai pratiquement jamais pris l'avion. C'était les championnats canadiens à Regina. Je suis en avion toute seule. J'ai aucune idée qui allait être dans mon coin. J'ai aucune idée. Il y a un entraîneur de Québec qui ne pouvait pas être là, mais qui me dit écoute, je vais essayer de voir qui est à Regina, puis j'essaie de te trouver quelqu'un, tu sais, parce que moi, je n'osais pas demander. Tout le monde a leur structure, a leurs athlètes, puis il y avait tout un calendrier à respecter par rapport aux entraînements pour préparer la compétition. J'arrive à Regina, j'ai aucune idée qui allait être dans mon coin. Puis finalement, l'entraîneur que je connaissais de Québec, qui ne pouvait pas être là, ben, il m'a dit écoute, j'ai telle personne, ils ont accepté de t'aider. Moi, je suis restée un petit peu low profile parce que ces entraîneurs-là avaient des athlètes comme à s'occuper. Fait que, déjà que je trouvais ça super gentil qu'ils me prennent un peu sur leur aile. Puis ce championnat canadien, ça a été un de mes meilleurs championnats canadiens. J'ai gagné mon premier combat, mon deuxième combat, troisième combat, je suis certaine de l'avoir gagné. Je me battais contre la championne 6 fois en titre, là, 6 fois championne canadienne et tout ça. Mais il y a plein d'histoires comme ça. C'est sûr que, comme des fois, quand je vais dans les écoles, je fais des conférences sur la persévérance, sur le parcours atypique d'une boxeuse. C'est pas optimal. Puis je suis pas en train de dire aller dans des compétitions, pas d'entraîneur, puis tout ça. Là. C'est quand on voit ça de l'extérieur, la perception, ça peut faire comme aïe, comment tu as fait pour réussir, puis comment tu as fait pour pouvoir continuer quand que tous les éléments auraient pu faire abandonne, ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas aller là, dormir dans ta voiture, aller à l'autre bout à Regina. Tu sais, j'avais jamais pris l'avion pratiquement, c'était comme ma deuxième fois. Puis là, le stress de la compétition, tu sais pas qui va être ton entraîneur, mais il est arrivé plein de choses comme ça. Puis, tu sais, vraiment, à la old school, j'ai déjà été me battre. L'entraîneur il s'occupait pas de moi. Je me suis booké moi-même un combat. C'est mes amis qui étaient dans mon coin pour me coacher. La fille était plus pesante que moi. Je m'étais pesée avec mes clés dans mes poches. Tu sais, il y a plein d'affaires que les gens ne savent pas. Puis j'avais déjà même entendu un entraîneur qui a dit hey, Martine, elle doit être vraiment dure à coacher pour avoir changé autant d'entraîneurs que ça. Mais je suis contente d'avoir cette tribune-là aujourd'hui pour le dire. Au lieu de juger, demandez-vous puis essayez, posez-moi-en des questions. Oui, j'ai un parcours atypique. Oui, j'ai changé de gym, j'ai changé d'entraîneur. Mais ça m'est déjà arrivé, moi, qu'un entraîneur ne s'est jamais pointé pour un des combats les plus importants de ma carrière. C'était un gala de boxe. Puis dans ce temps-là, c'était à Saint-Hyacinthe, le gala. Je me battais contre une fille là, où est-ce que, wow, là, c'était comme, je la regardais quand j'ai commencé à boxer. Mon entraîneur ne s'était jamais présenté. C'était mes sparring partners qui étaient dans mon coin. Je disais, voyons, est-ce que mon entraîneur, il vient? Est-ce que mon entraîneur, il vient? Ah, ouais, il va venir plus tard.
Mais c'est toutes des affaires que c'est triste, puis c'est comme, ah, c'est pas cool. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, oui, j'ai passé chez les professionnels à 34 ans. Oui, j'ai le vouloir. Puis j'ai pas été la meilleure. Ça m'a pris 1 an là, à faire mon premier combat. Mais c'est toutes des histoires qui ont fait que j'ai cette force-là puis cette persévérance. Puis le fait d'être entourée, mon entraîneur Rodolfo Furlan, il est très calme, il a une belle vision de la boxe. Puis de l'avoir à mes côtés comme coach, puis de m'entourer de gens qui croient en moi, ben c'est ça qui fait que ça m'aide encore plus parce que la persévérance, puis l'espèce de motivation, passion de boxe que j'ai, c'est ça qui va m'amener où est-ce que j'aimerais bien me rendre à une ceinture de championnat du monde. Peut-être, on ne sait jamais. Hein. On ne sait pas, ça va être quoi ta prochaine aventure, là? Aimerais-tu te battre une 3e fois cette année? C'est tout ça un peu le target ou... Ben, tu sais, là, tu sais, c'est sûr qu'on va prendre des jours de congé, évidemment. Je vais rencontrer mon équipe là, pour justement essayer de voir pour faire comme un plan pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. C'est sûr que l'idéal, j'aimerais beaucoup me battre avant Noël. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Puis, c'est ça. On ne sait pas. On va peut-être avoir une autre opportunité. Mais oui, toi, vu que tu es freelance, comme je disais, tu peux te battre à l'étranger comme au Québec. Tu n'as pas d'entente avec aucun promoteur. Donc, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être fidèle à aucun promoteur non plus présentement. À moins qu'il y en ait un qui ait la gentillesse de te signer un deal de 2-3 fights. Là, ça serait le fun aussi. Peut-être d'avoir une sécurité pour l'année prochaine. Mais de toute façon, comme je vois, on jase là, depuis un certain temps, c'est pas ça qui va t'arrêter. Quand même que tu n'as pas de deal, toi, ton but, c'est de te rendre à une ceinture. Puis, pourquoi pas? Hein? On peut aller... C'est tout à fait faisable. Tu sais, j'y crois sincèrement. Puis, c'est pas juste lancer ça dans les airs. J'ai sur mon frigo, là, je me suis écrit des choses, tout ça. Puis, moi, c'est vraiment... Je veux pas... Tu sais, moi, là, je veux pouvoir dire à la fin de ma vie, j'ai été au bout du bout. Tu sais, amateur, oui, j'ai été persévérante, j'ai peut-être topé un peu plus longtemps mais je vais pouvoir dire j'ai été au bout du bout dans ma carrière amateur. Maintenant, chez les professionnels, jusqu'où je peux me rendre. Puis la pandémie, oui, c'est sûr que j'aurais pu être négative et me dire aïe, ça n'a pas de bon sens, ça a scrappé ma carrière, comment je vais faire pour... Mais non, c'est pas les circonstances, c'est ce que tu fais avec les circonstances qui va vraiment déterminer qui tu es comme personne et ta force de caractère là-dedans. Et on va te souhaiter le meilleur, ma chère Martine. Puis après ton combat, j'étais là avec d'autres gens des médias. C'était ma première fois. Puis Manny Montréal t'a posé une question. Il t'a dit, tu te donnes quelle cote? Je pense que c'est Manny qui t'a posé cette question-là. Puis tu as dit 8,5 sur 10 parce que vu le weight cut de 10 livres, vu les délais, vu le fait que je ne partais pas favorite, je trouve que j'ai fait une performance de 8,5. Moi, là, je te donne 10 pareil. Le petit 1,5, Martine, là, le petit 1,5 que tu t'es enlevé parce que tu es humble, puis parce que tu as sûrement déjà dans la tête certaines petites imperfections box qu'on veut, parce que tu es perfectionniste. C'est sûr. Là, je commence à te connaître un peu plus, puis je sais que tu es perfectionniste. Moi, là, je trouve qu'il est compensé, ce petit 1,5-là. Tu sais, les notes plus qu'on donne à l'école, des fois un plus 5 sur 100 %. Moi, je te donne ce 1,5-là pour que tu aies 10 sur 10 parce que ton cœur, là, il est gros de même. Tu as de la volonté, tu es entêté, tu as du cœur, puis vraiment, tu as fait mentir tous les gens qui pensaient vraiment que tu partais défavorisé sur ce combat-là, t'as fait mentir tous les gens qui voyaient Lindsay Garbett avec son gros parcours, hein, de Jelena Mdrenovic, Diana Prazak, Melissa Hernandez, Ronica Jeffrey, toutes ces filles-là, là, des grosses pointures, l'expérience qu'elle avait. Toi, tu te dis, pouf, je m'en fous de ça. Je m'en vais la battre pareil. Puis tu l'as battue par décision unanime. Je reviens avec ça, c'est important. Décision unanime, ça veut dire que, sans équivoque, c'est toi qui as mené la danse. Et alors, moi, je te donne un 10 sur 10. Je voulais juste te dire ça. Je te remercie. J'ai l'air têteuse, là, mais... Non, je te remercie beaucoup. C'est vraiment gentil, pour vrai. Alors, je l'apprécie beaucoup. C'était vraiment important, ce combat-là, pour moi. Peu importe
la fin, c'était vraiment un combat là, que je suis très heureuse d'avoir eu jeudi dernier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue, puis j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je te souhaite une belle journée à toi aussi.